Al24, c'est aussi une information consacrée à l'Afrique avec le 24 heures Afrique. Bonsoir, bienvenue et le rendez-vous de ce soir où l'accent sera mis sur la situation soudanaise. Actualité oblige, une initiative algérienne en vue de dénouer la situation. En effet, le président algérien et l'actuel président de la Ligue des États arabes, Abdelmajid Tebboune, a adressé des lettres au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'actuel président de l'Union africaine, Othman El Ghazali, et au secrétaire exécutif de l'autorité gouvernementale pour le développement. Il s'agit du docteur Werkini Gebedo, une initiative prise au vu de la détérioration accélérée de la situation au Soudan sur fond de poursuite des affrontements armés entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Abdelmajid Tebboune appelle à une action commune et urgente pour éviter une escalade et soutenir la République du Soudan à surmonter la crise et œuvrer pour un cessez-le-feu afin de calmer la situation et d'établir une nouvelle ère dans l'harmonie et la stabilité de ce pays. On reste encore à Khartoum, quatrième jour d'intenses combats en dépit des appels et des cessez-le-feu internationaux. L'utilisation d'armes lourdes en pleine rue témoigne d'un mano à mano terrible avec un lourd bilan de 200 morts et plus de 1800 blessés. Et le point de la situation avec Neilat Hamouda. Rien ne va plus au Soudan. Artillerie lourde et raids aériennes en pleine capitale soudanaise. Les affrontements ont repris de plus belle entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Ce regain de violence n'épargne personne. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé à son domicile sans qu'il ne soit blessé. Un acte condamné par le chef de la diplomatie européenne. Un convoi diplomatique américain au Soudan a été également victime d'une attaque, mais personne n'a été blessé. Selon l'armée soudanaise, la majorité des combats ont eu lieu aux alentours du palais présidentiel et du quartier général de l'armée. Mais l'ambiguïté règne concernant la portée du contrôle sur le terrain pour les deux parties. Ils publient tous des informations différentes et contradictoires. Seule certitude est que la télévision nationale a bel et bien été reprise par l'armée. Abdel Fattah el-Burhan a émis une amnistie pour ceux qui déposent les armes des forces de soutien rapide. De nombreuses tentatives de médiation de la part de plusieurs pays et organisations internationales pour espérer un retour au calme. Les ministères des Affaires étrangères du G7 ont appelé mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan. Ces affrontements font régner la terreur alors que les familles terrées chez elles, sans électricité ni eau courante, tentent de survivre avec leur stock de nourriture. Des civils et des militaires soignés dans des hôpitaux qui manquent de tout. L'OMS s'inquiète car l'heure n'est pas à l'accalmie. On l'a dit, les tentatives en vue d'apaiser la situation au Soudan se multiplient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en déplacement actuellement au Japon, s'est entretenu séparément avec les deux rivaux, donc le général Abdel Fattah el-Burhan, chef de l'armée, et son rival Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamiti, à la tête des forces rapides. Des entretiens où l'Américain a insisté urgemment sur l'aboutissement d'un cessez-le-feu. Ce matin, j'ai appelé les généraux El-Burhan et Hamiti, les exhortant à accepter un cessez-le-feu de 24 heures pour permettre aux Soudanais de retrouver leur famille en toute sécurité et obtenir des secours dont ils ont désespérément besoin. J'ai dit très clairement que toutes les attaques, menaces, dangers posés à nos diplomates étaient totalement inacceptables. S'il est mis en œuvre avec succès, un cessez-le-feu de 24 heures peut créer une base sur laquelle s'appuyer pour un arrêt plus durable des combats et un retour aux négociations sur une fin durable des hostilités. On le voit bien, le Soudan en proie à de rudes combats depuis samedi. Selon des médecins sur place, on dénonce des réquisitions d'ambulances, routes barrées, la mort de plusieurs praticiens dans les combats. Des couloirs humanitaires sont mis en place depuis hier pour évacuer les blessés pendant 3 heures à partir de 16 heures. Mais les belligérants annoncent un droit de riposte en cas de violation de l'accord. De son côté, le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, s'est dit horrifié par les morts et le pillage de l'aide, ajoutant qu'il était crucial que les combats cessent pour que les aides reprennent.
En Tunisie, on a fêté aujourd'hui le 67e anniversaire des forces de sécurité intérieure, l'occasion surtout pour le chef de l'État, Kais Saied, d'en appeler à la vigilance à l'endroit des Tunisiens pour barrer la route à ceux, d'après lui, qui veulent miner le pays de l'intérieur. Nous menons une guerre sans concession contre tous ceux qui veulent porter atteinte à l'État et à ses institutions. Parmi les fronts les plus importants de la guerre, il y a le front contre la corruption et contre les corrompus. Il y a ceux qui veulent toujours s'approprier les richesses de notre peuple et lui faire du mal. Leur seul objectif est leur profit matériel. Et leur aspiration est d'attiser les tensions sociales et de faire exploser la situation. Des célébrations en Tunisie qui interviennent au moment de la fermeture des bureaux du parti Ennahda par les autorités sur l'ensemble du territoire national et au lendemain de l'arrestation de Rachid Ghannouchi, 81 ans, chef du parti à son domicile de Tunis. Et puis, en bref, Libye, des discussions à huis clos autour de la situation du pays au Conseil de sécurité de l'ONU, en présence du représentant spécial et chef de la mission d'appui Abdoulaye Bathily, évoquant les derniers développements politiques de la situation sur place. On sait que ce dernier plaide pour la tenue d'élections au cours de cette année, et pour ce faire, il prévoit de créer un groupe de haut niveau réunissant toutes les parties libyennes pour l'adoption d'un cadre juridique et un calendrier facilitant le scrutin national. Elle souhaite revenir à la position traditionnelle de l'Espagne concernant le Sahara occidental en cas de victoire lors des législatives prévues pour la fin 2023. Il s'agit de Yolanda Díaz, actuelle ministre du Travail et candidate à la présidence du gouvernement. Lors d'une interview accordée à un journaliste espagnol, la numéro 3 du gouvernement espagnol, qui se présentera sous la bannière d'une nouvelle plateforme politique baptisée Sumar, qui veut dire additionner en espagnol, dans le sens de rassembler également, a assuré que sa position vis-à-vis de la question du Sahara occidental était très claire, relevant qu'elle rompait sans aucun doute l'accord que le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, avait signé avec le roi du Maroc, le Maroc qui est d'ailleurs qualifié sans embâche de dictature. Yo creo que yo y toda España, vamos. Au Maroc, justement, la situation sociale et économique au rouge, le surendettement endémique, une hyperinflation difficilement maîtrisable, avec quelques 13 000 entreprises menacées de mettre la clé sous la porte d'ici les prochains mois. Mohamed Amin Abarkan nous en donne les détails. Le dernier indice d'insolvabilité, Allianz Trade, un des leaders mondiaux des solutions d'assurance crédit, révèle que 13 000 entreprises marocaines sont menacées de faire faillite en 2023, avec une stagnation pour 2024. Selon ce rapport, le nombre d'entreprises susceptibles de déposer le bilan est supérieur de 5% à celui de 2022 et 53% supérieur à celui de 2019. Cette tendance classe le Maroc en 4e position des pays qui connaissent le plus grand nombre d'entreprises en situation de faillite dans le monde, après la Pologne, l'Espagne et la Hongrie. Devant l'incapacité des autorités marocaines à faire face aux conséquences inhérentes à la crise sanitaire du Covid-19, ainsi qu'aux répercussions de la crise économique mondiale, avec son corollaire, le nombre de petites et moyennes entreprises qui mettent les clés sous le paillasson ne cesse d'augmenter depuis 2019 au Royaume. Une tendance accélérée par l'augmentation des taux d'intérêt à 3% dans les banques marocaines, ce qui a ralenti le cours d'investissement. De 6 260 en 2020, le nombre d'entreprises en faillite a atteint 10 552 en 2021 et 12 397 en 2022, pour se stabiliser cette année et l'année à venir à hauteur de 13 000. Selon toujours le même rapport, 41% des entreprises ayant déclaré faillite se trouvent dans l'axe d'Al-Baïda-Rabat-Tanger, qui compte le plus grand nombre d'entreprises au Maroc. Pour ce qui est des secteurs d'activité,
33% de ces entreprises actives dans le commerce, 21% dans l'immobilier et 15% dans les travaux publics. Au début du mois courant, l'agence financière américaine Fitch Solutions a baissé ses prévisions de croissance économique pour le Maroc de 3,4% à 1,8%, soit près de la moitié au titre de l'année 2023. Une révision motivée par le ralentissement constaté de la croissance de 1,6% lors de la publication du PIB du quatrième trimestre de l'année 2022. Voilà, ça sera tout pour l'information africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, l'info continue sur Alpha.